Et là, l'imposture est découverte, et je sais pas ce qui se passe. Je fais semblant de pas parler anglais, tu sais. Vraiment, je suis là. Tu fais un bon interprète français. En français, on dit ça comme ça, tu sais, mais en fait, ça se voit, ça se crame. Ça se crame de fou. Si actuellement vous allez voir un psychologue, il y a une chose sur deux, c'est pas faire des divisions, toi. On peut dire, les maths, c'est pas tout, toi, il y a d'autres choses dans la vie. Très bien, mais les divisions, c'est le minimum, toi, que je demande en termes de compétences professionnelles, quoi. Ce qu'on va faire, du coup, au lieu de te compter ton salaire, c'est à la fin, je vais t'expliquer comment faire, toi. Ok. Comment toi aussi tu peux construire ton site de porno à succès, toi, et passer d'étudiant fauché à un multimillionnaire. Épisode 13. Paul, tu veux commencer? Il y a marqué critique esprit trilliardaire de Stan. C'est tout ce que j'ai. Je pense que tu sais de quoi je parle, non? Non. Vraiment, ça t'a pas choqué Bon, ce qui s'est passé, c'est que ce matin, ou hier, je sais plus, les détails sont pas importants. J'ai remarqué quand même qu'il y a une différence de qualité entre ta caméra et la mienne, tu vois. Et donc j'ai demandé à Stan, bon bah on pourrait mettre la même caméra, toi, comme ça on aura tous une très bonne qualité, c'est parfait. Et qu'est-ce qu'il m'a répondu? Non, elle coûte $4000, ça fait un peu cher. Encore une fois, je veux pas critiquer, forcément $4000, ça peut être considéré beaucoup d'argent, mais pour quelqu'un qui prétend vouloir devenir un trilliardaire, je trouvais que c'était un peu, voilà. T'en penses quoi? Est-ce que t'as honte a priori ou tu maintiens ton opinion Absolument pas. J'ai pas dit que c'était trop cher. J'ai dit que cette caméra, on n'a pas besoin. Le problème qu'on avait sur la vidéo avec Mehdi, c'est qu'il n'y avait pas assez de lumière. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une lumière. Et vraiment, normalement, t'es mieux exposé. Et comme par hasard, une lumière, ça coûte moins cher qu'une nouvelle caméra. Coïncidence? Après, on peut acheter une autre caméra pour avoir un plan d'ensemble où on nous voit tous les deux. Si je trouve un angle assez large pour faire. Sinon, écoute, du coup, maintenant, j'ai appris que tu étais vexé. Donc, on va acheter une autre Sony Alpha 7 S3 ou ce truc-là, que je ne sais pas utiliser. Comme tu vois, dès qu'il faut faire des settings, je cherche sur Google, qui est largement overkill, même pour mes besoins. Ok, je pensais que... Est-ce que tu pensais à autre chose ou pas? Quoi? Si tu pensais à autre chose, tu as peut-être des confessions à faire d'autres mondes récemment où tu n'as pas fait esprit. Ah non, preuve d'esprit. Il y en a tellement. Je ne saurais, ouais. je ne peux pas me culpabiliser. C'est le deuxième épisode, on est un peu fatigué. Ouais, c'est ok. Ok, le programme. Les psychologues remplacés par l'IA et une fiche de lecture. La ruine de la famille la plus riche au monde. On commence par les psychologues IA. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est un marché qui va être intéressant, une thérapeute IA. Il y a un mec qui s'appelle Peter Levels qui est assez connu, qui a Nomad List qui est déjà dessus. Mais déjà, c'est un marché qui est vraiment énorme, c'est 500 milliards. Il est dessus parce qu'il a des problèmes psychologiques et il a un thérapeute ou parce qu'il vend ce produit? Les deux. Donc lui, il propose le produit, il vend ce produit, mais lui, apparemment aussi, il a fait de la thérapie, il trouve qu'en tout cas, l'IA fonctionne très bien. Tu vois. Après, est-ce que... je ne l'ai pas testé, mais... et ça n'a pas encore pris une grosse ampleur, donc ça ne semble pas être encore... J'ai souvent utilisé ChatGPT pour faire un peu un rôle de coach, en fait. On voit que tu dis, ok, voilà ma situation, pose-moi des questions, etc. Et c'est assez efficace, notamment sur des questions business. Parce qu'après, il peut vraiment te faire des projections, en fait. Et il est vraiment ChatGPT, tu fais, ok, si ce projet, il grossit à 30% avec 15% de churn, là, tu peux lui faire tous les paramètres, il va te calculer automatiquement les éléments. Et après, il se souvient de tout ce que tu lui as dit, il a fait, ah ok, je pense que tu dois être sur ça ou ça. En fait, il te dit rien que toi-même, tu n'aurais pas pu savoir. Mais c'est un peu comme écrire, réfléchir, et il te fait des questions. En fait, au départ, il va te poser 12 questions, tu fais, ok mec, calme-toi, une question à la fois. Une fois que tu poses une question à la fois, c'est assez efficace sur un rôle de coach. C'est exactement pour ça, je pense que ça peut fonctionner, en tout cas techniquement. Déjà, c'est un marché énorme, c'est 500 milliards par an déjà dans le monde, et ça grossit très vite, 14% chaque année, énorme, ce qui fait que ça pourrait tripler en 10 ans, un truc comme ça, c'est à peu près ça les maths. Et c'est exactement, en fait, techniquement, c'est pas très, je pense que c'est faisable, parce qu'en fait, la méthode de thérapie la plus populaire actuellement, c'est CBT, Cognitive Behavioral Therapy, et en gros, c'est l'idée que tu as des distorsions mentales, et donc que tu as besoin de quelqu'un qui te fasse un peu ping-pong, pour te les faire voir. Donc si par exemple juste des questions du style comment tu pourrais interpréter ça différemment, c'est ça. Où tu dis tout le monde me déteste, et il te fait est-ce que tout le monde te déteste? Est-ce qu'il n'y a pas une personne qui te déteste? C'est exactement ça. C'est par exemple ton message démental, c'est tout le monde me déteste, et il va te demander est-ce que tout le monde t'a toujours détesté, ou est-ce que tu peux trouver un cas où c'est pas, et du coup tu t'évites un peu le noir ou blanc, et c'est ce qu'ils appellent catastrophizing, donc mettre un peu tout en catastrophe. Donc en fait on essaie peu à peu de t'ajuster ton image mentale pour être en théorie plus proche de la réalité. Et donc de ce point de vue-là, techniquement, je pense qu'une IA peut le faire relativement facilement. C'est pas délirant. Et aussi, il y a un simple fait que un psychologue, ça coûte $300 aux US. Je sais pas combien en Europe, et c'est remboursé en partie, mais je pense que c'est du 50 à 100 euros de l'heure par, je pense.
Donc, dans tous les cas, tu as une grosse partie de l'humanité qui peut pas se permettre. Et tu as aussi le fait que tu as un peu le message qui est souvent envoyé, c'est que tout le monde devrait aller faire de la thérapie, toi. C'est un truc de base, toi, c'est de l'hygiène, limite. Comme faire du sport, tu devrais avoir ton thérapeute que tu vois 2 fois par semaine. Sauf que ça scale pas, quoi. Si tout le monde a un thérapeute qui voit 2 fois par semaine, tu as combien de thérapeutes dans le monde? Et ça bloque. Et aussi, une autre raison qui me rend assez confiance sur la possibilité de ça, c'est que moi, je ne respecte pas trop les psychologues, tu vois. Même, non, je vais être plus fort. On y arrive, on t'a pas dit. Même, c'est plus fort. Aucun respect pour les psychologues, ce serait exagéré, mais je pense qu'ils sont surcotés comme profession, tu vois. C'est en tête, vu qu'ils sont dans une position d'autorité, toi, d'être un peu... Je pense qu'on les surestime en tant que personne, tu vois. Ouais. Qu'en fait, ils appliquent juste une méthodologie assez simple qui marche plus ou moins bien, mais qu'ils c'est pas genre, ok, ils ont compris les secrets de l'esprit. C'est ça. Et même, j'accuserais la plupart d'être teubés. C'est une expérience personnelle. Et là, il faut remonter en arrière. Il faut remonter il y a 13 ans, tu vois. Okay. J'ai genre 18 ans. Je vais à l'université. Première semaine, on a une sorte de quiz de maths en ligne. Et moi, je me dis, parfait, je vais pouvoir tricher. C'est en ligne. Donc, je me mets en call avec un pote à l'époque qui est lui dans l'école d'ingé. On défonce le test, on a 100%, c'est un QCM, on a tout parfait. Ce qui fait, la conséquence, c'est qu'en fait, moi, je pensais que c'était un test, bon, j'allais être noté, super, j'ai une bonne note. Non, ce test, en fait, c'est juste pour te mettre dans des groupes de niveau, tu vois. Okay. Et en fait, ils mélangeaient toutes les disciplines. Donc, moi, je faisais études d'économie. D'ailleurs, je respecte pas les économistes non plus. C'est tout un bidon. Mais j'ai ce qu'on appelle un Bachelor of Science en Angleterre. Une licence de sciences en sciences économiques. Il n'y a rien de scientifique. Déjà, c'est quoi l'arnaque d'appeler ça sciences économiques? Toi, c'est créatif, quoi. Bon, bref, donc 2 professions que je me suis mis à dos, là. Mais donc, je me retrouve dans le groupe le plus avancé, okay, avec tous ceux qui étudient la physique et les maths, tu vois. Ouais. Et déjà, je me pointe, un peu en retard, et je rentre dedans, c'est un gang de prison. D'un côté 10 Chinois, de l'autre 10 Indiens, tu vois. Moi, je suis le seul. Et là, je suis là, putain, je vais où Je vais les Indiens, ils savent parler anglais, au moins on peut communiquer, tu vois. Parce que pareil, les Chinois, c'était barre. Les Chinois, il y en a un qui faisait interprète au tableau, qui traduisait c'était des génies en maths, ils avaient 8 ans d'avance, mais ils parlaient pas anglais, en fait. Ils étaient à l'université en Angleterre. Bah, c'est un truc, c'est qu'à l'époque, mon université était très bien rankée, Okay. et ils se sont fait un peu déclasser parce qu'en fait, ils ont beaucoup triché justement pour aider les Chinois à passer leurs examens, et ainsi de suite. Donc, tu as eu un peu des scandales autour de ça. Donc, le premier cours, j'arrive à me cacher, toi, à me planquer, je comprends ce qui se passe, je me planque. Deuxième cours, catastrophe, on m'appelle au tableau. Et là l'imposture est découverte et je sais pas ce qui se passe. Je fais semblant de pas parler anglais, tu sais. Tu fais un bon interprète français. En français, on dit ça comme ça, tu sais. Mais en fait, ça se voit, ça se crame de fou. Et du coup, la prof, à la fin, elle me laisse un peu une porte de sortie et dit bah, je pense que c'est peut-être pas le groupe pour toi, peut-être que tu as eu de la chance au QCM. J'ai dit ouais, c'est ça que j'ai de la chance. Après, elle me dit ouais, après, statistiquement, vraiment, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais ouais, mais on sait jamais les statistiques. Donc, je me fais reléguer au groupe normal, toi, les gens médiocres. En gros, les gens qui étudient l'économie. Mais sauf que moi, ça m'a mis un gros coup de. Toi, je me dis, en fait, je suis une merde en maths, toi. J'ai un peu paniqué. En fait, jusqu'ici, toi, à l'école, tout passait tranquillement. Et je me dis, en fait, je suis nul en maths. Et il faut que je me reprenne, toi. Et je suis allé en cours de rattrapage de maths que l'université offrait. Et là, je rentre dans le truc. Et en gros, il y avait quasiment qu'un profil étudiante en psychologie. C'est quasiment que ça. Et je me retrouve rapidement. Moi, je pensais qu'on allait étudier des trucs un peu avancés, un peu compliqués. Non, je me retrouve rapidement genre, dans une table ronde avec 7 filles autour à leur expliquer les divisions, tu vois. Et genre, mais des divisions, mais quand Il y a beaucoup d'hommes qui rêvent de cette position. Je sais pas, mais beaucoup. Enfin, les gens vont pas croire, ils vont dire que j'exagère. Parce que, encore une fois, c'est une université plutôt bien. Elles ont 18 ans, peu importe. À leur expliquer 15 divisé par 5, comment calculer ça, tu vois. Enfin, c'était absurde. Je comprends pas comment elles sont arrivées là, tu vois. Comment c'est possible. Et là, quand j'ai dû expliquer les décimales, là, c'est parti en couille. Là, mind blown, quoi. Là, les décimales. Il y avait pas de prof. Il y avait des tuteurs, en fait, et d'autres autres. Mais rapidement, en fait, dans mon groupe, il y avait déjà un écart. Enfin, il y a un écart suffisant pour que je montre comment on fasse ce truc, toi. Et même le gars à la fin me dit pourquoi t'es là, toi. C'est pas, en fait, c'est cours de rattrapage, c'est vraiment rattrapage. C'est vraiment quand t'es au niveau 0 et que on doit t'apprendre les bases de maths. C'est ce que t'aurais dû apprendre au lycée. En fait, c'est un peu ça. Même au collège primaire, quoi. C'est un peu abusé. Même à la maternelle. Je me souviens, on appelle avoir un débat où en gros, j'explique que la division, le résultat, c'est 4,3. Et il y a la fille à côté, elle me dit 4,3, ça n'existe pas. Et je dis c'est 4,3. Non. Elle me compte 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas 4,3. Non, mais le pire, c'est que moi, je regarde les autres en me disant ouais, elle est conne, on est d'accord. Tu dis oui, c'est logique. Et donc, c'est pour ça que si actuellement, vous allez voir un psychologue,
Il y a une chose sur deux, c'est pas faire des divisions, tu vois. Et moi, je peux pas respecter. On peut pas me donner des conseils sur ma vie. Toi, on peut te dire, les maths, c'est pas tout. Toi, il y a d'autres choses dans la vie. Très bien, mais les divisions, c'est le minimum, toi, que je demande en termes de compétences professionnelles, quoi. Et testez, hein, allez voir si vous voyez un psychologue, posez une petite question. 2 divisé par 3. Boum, panique. Est-ce que 4,3 c'est un vrai chiffre? On verra si elle vous dit, quoi. Donc c'est pour ça que je respecte pas trop les psychologues, parce que je pense que ouais. Mais après, plus sérieusement, je pense qu'il y a ce qu'on parlait, c'est que il y a un peu, je pense que c'est dans toutes les professions, tu as les médecins, c'est pareil. Je pense que quand tu es dans une position d'autoritaire pendant un peu trop longtemps, tu doutes plus trop de toi-même, toi. Tu as une sorte de confiance qui s'installe, et je pense que tu as quand même une relation de, comment dire, de pouvoir qui peut se créer assez facilement. Je pense que tu as un thérapeute, un patient. Parce que tu y vas là-bas, c'est parce que tu es en galère généralement. Ouais. Le thérapeute, justement, est censé te sauver un peu. Donc je pense qu'il y a plein de trucs un peu négatifs. Il y a un incentive bizarre où si tu traites trop bien tes patients, au bout de 12 tu vois, si au bout de 12 saisons, tu as réglé le problème de la personne et tu dis casse-toi, c'est pas terrible en termes de rétention client. Carrément, ça se tient pas. En fait, ça se et c'est là où il faut dire, ok mec, on va investiguer tes rêves, ta relation avec ta mère et tout. Alors si ça se trouve, peut-être que tu avais juste besoin de quelques mécanismes pour gérer ton stress et tout. C'est là où c'est un autre domaine, la psychanalyse, qui a pas mal perdu. Parce que justement, psychanalyse, autant CBT, ça a été prouvé dans les études comme étant plutôt positif, c'est pas non plus fou, mais c'est positif. Autant psychanalyse, ça a été prouvé, il en parle beaucoup, Scott Alexander, comme étant un négatif en fait. C'est en gros, tu crées des traumas qui n'existaient pas avant. Donc les gens sont pires après avoir fait 10 ans de psychanalyse qu'avant d'y être allé. Ce qui est forcément pas idéal. Et tu peux jamais finir, quoi. Donc, ok, donc là, on a tellement défoncé les psychologues avec une balle perdue pour les économistes. Donc tu ferais quoi? Tu ferais une application, les gens s'inscrivent, tu leur garantis un peu une confidentialité. Je pense ils paient un abonnement tous les mois, mais pas très cher. C'est ça. En fait, ça pourrait vraiment pas très cher, toi. Ouais. Et je pense que tu pourrais le faire presque comme une app de méditation. En gros, ça se trouve, les gens ne veulent pas tant l'utiliser que ça, mais ils disent c'est un truc pour moi qui est bien, toi, que j'ai. Donc je pense que ça fonctionne de ce point de vue-là. Et puis BetterHelp a très bien fonctionné. C'est ça. Et a sponsorisé un peu tous les youtubeurs au monde. BetterHelp, c'est des vraies personnes de l'autre côté. Mais en gros, c'est un précédent de... on peut le faire via l'écrit, via du chat, et ça marche, les gens sont contents. Et finalement, ça remplit une niche, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui disent BetterHelp, qui n'iraient pas aller se déplacer voir un psychologue. En plus, quand tu dois voir la personne en face à face... Même géographiquement, c'est limité. Hein. Géographiquement, tu as plein d'endroits où tu n'as pas forcément de personnes à côté. Et aussi, je pense que tu rajoutes ensuite la voix, la visio, après qu'il y a, qui pourra sentir les intonations de ta voix, te voir visuellement. À mon avis, elle pourra devenir très forte à ce niveau-là aussi, à comprendre un peu ce que tu veux dire, à voir si un mot tu bloques, toi, je pense que ça pourrait être assez fort. Je pense que parmi les raisons pour lesquelles les gens ne voudraient pas aller chez un psy, il y en a différentes, tu vois, sur les déplacements et tout, mais je pense que moi, j'aurais un peu de mal à me dire, je vais dire tout ça à une personne, en fait, tu vois, et qui va me juger, qui va avoir une opinion sur moi, même si la personne est censée t'aider, etc. Toi, tu as un truc, c'est un blocage. Ça reste un humain. Ouais. Alors que parler à une IA, tu parles à personne, en fait. Il n'y a pas une conscience derrière qui te juge et tout. Et finalement, je trouve que ça retire une barrière, en fait. Ça retire une barrière. Ça permet d'être disponible tout le temps. Encore une fois, on a vu que les gens arrivaient à avoir des copines IA, des copains IA, donc tu dis de ce point de vue-là sur l'aspect humain. Parce que beaucoup de gens vont dire, ouais, mais si tu retires l'humain. Et je pense que c'est vrai, il y a des gens qui préfèrent voir un humain. Mais encore une fois, ça a marché tellement gros qu'il y a de la place pour tout le monde. Et je pense aussi qu'il y a peu de chances que tout le monde n'a pas les mêmes besoins, je pense. Et je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin qu'on les comprenne de manière profonde. Et il y a des gens où peut-être qu'ils ont juste besoin qu'on leur pose des questions et qu'on les challenge, qu'on les challenge un peu. Je pense vraiment le truc de coaching. Tu vois, quand je fais le coaching ChatGPT, je ne m'attends pas à ce que ChatGPT me sorte une stratégie incroyable. Je m'attends à ce qu'il questionne ce que je lui donne, qui m'aide à orienter les trucs, que je puisse dumper beaucoup d'informations et qu'après il puisse les organiser et tout. Il est assez bon là-dessus. Et toi, même dans le process d'expliquer, ça te donne aussi des idées. Toi. En fait, il y a plein de trucs bénéfiques autour de ça. Et donc si c'est tout ce dont tu as besoin, quelqu'un qui t'écoute et qui te challenge, et que tu as besoin de payer une personne qui a fait 8 ans d'études, en fait, non. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent, pour cette fonction-là, tu peux avoir une personne dans ton entourage avec qui tu parles. Ce qui est vrai, mais peut-être que là, ça te permet de... Le problème, quand tu parles de personnes dans ton entourage, il y en a deux. Et le problème, c'est que certaines personnes n'ont pas cette personne, et que si tu l'as, pour cette personne, elle va juste t'écouter et juste absorber le truc, et en fait te soutenir émotionnellement. Et c'est rare que tu aies une personne dans ton entourage qui va un peu te challenger sur ces éléments-là, en disant, ouais, mais tu dis ça, mais est-ce que c'est vraiment ça, etc. Parce que c'est une position plus conflictuelle à avoir. Et je pense que là-dessus, une IA serait vraiment efficace. En fait. De faire le point, de faire le bilan avec toi, de fixer des objectifs, de dire ce que tu vas faire, de te demander est-ce que tu as bien fait ce que tu devais faire, etc. Et je pense que le MOOT, dans ce cas-là, la barrière à l'entrée, et qui fait que... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes en créant des IA actuellement, qui sont 3 ans plus tard, tu as OpenAI qui arrive et qui fait la même chose. Là, je pense, c'est pas impossible qu'ils le fassent, mais je pense qu'il y a quand même un gris pour eux d'aller dessus, toi. Parce que c'est sûr que la première fois qu'il y aura quelqu'un qui va se suicider après avoir utilisé l'app de thérapie de ChatGPT, ça va être la merde, toi.
Donc je pense qu'ils vont éviter les gros Microsoft, Google, Facebook, peu importe, ils vont éviter là-dessus, donc ça laisse la porte ouverte. Et je pense justement qu'il faut au contraire surfer sur la controverse. En fait, c'est justement plein d'articles. C'est sûr que déjà même Peter Levels, il en parlait. Lui, quand il a fait son truc de thérapie, il n'a jamais eu autant de pushback en fait. Okay. Parce que les gens considèrent vraiment que la thérapie c'est un truc sacro-saint. Ouais. C'est un truc humain, c'est pas la machine qui va se tromper. La machine elle va faire de la merde, elle va les amener au suicide, peu importe. Et je pense que c'est un peu le cas comme un peu les voitures électriques où les gens ont un threshold différent. Toi. Mais du coup, lui, c'est quoi son produit? C'est juste c'est un chatbot. C'est un chatbot Telegram. C'est juste. Ouais, en fait, c'est un chatbot. C'est GPT-4 connecté à Telegram, quoi, ouais. avec un prompt derrière. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de produit, quoi. Il n'y a pas de produit. Hein. Que n'importe qui peut le refaire. Et ça, il y a plein de trucs intéressants à faire parce que tu peux aussi collecter beaucoup de data points justement sur qu'est-ce qu'ils font. Enfin, tu as plein de trucs autour de ça, même ce qui fonctionne de façon méta, mais même individuellement, tu vois. Bah, comment tu te sens sur ces 3 paramètres après cette conversation, et après tu reprends, tu peux tracer, tu peux dire bah, la dernière fois, et après tu as plein de collections possibles aussi, toi. Tu peux ensuite collecter le truc sur ce que tu manges, ce que tu as mangé aujourd'hui, et tu as plein de trucs qui peuvent se créer autour de ça. Donc je pense qu'à terme, ça va arriver, ça va prendre un peu de temps, ça va être un peu, je pense encore une fois controversé au début, mais ouais, je pense que c'est un truc intéressant. C'est clair que ça va arriver. Mon inquiétude, effectivement, serait de se dire comment est-ce que tu le défends, quoi. Mais ça va arriver. Comment tu le défends, c'est-à-dire par comment rapport à tu défends dans le business, quoi. Parce que si, en fait, parce que en gros, il a fait son truc, la CBT, tu peux aller sur Wikipédia et avoir, et de toute manière, ChatGPT, c'est déjà ce que c'est. Donc tu dis, ok, tu es un psychologue CBT, ChatGPT, c'est exactement ce que c'est. Donc il n'y a même pas un prompt engineering qui est très compliqué. Derrière, le modèle, tu l'as pas développé ton modèle, tu n'as pas développé ton propre modèle de thérapie, tu vois. Donc c'est du GPT-4. Du coup, tu vends l'accès aux gens à juste GPT-4. Il faudrait avoir un moyen, soit d'avoir de faire que les datas que tu génères en fait t'aident à améliorer le produit. Tu as une forme de locked-in quand même, parce qu'en fait, tu peux accumuler la data sur une personne donnée. Ouais. Par contre, et aussi, je pense qu'il y a l'angle, ce que tu dis, l'angle privé qui va être un truc énorme, toi. Donc là, ça va être un peu comme maintenant les trucs crypto où vraiment ils sont là, on a 36 000 sécurités, machin truc. Là, il va falloir dire, limite, il va falloir en cold storage. Faudra les conversations parce que c'est le truc le plus le privé problème, que c'est tu que là, peux pour le avoir. coup, ça devient beaucoup plus compliqué d'un point de vue technique parce qu'il faudrait faire un modèle qui tourne en local, qui serait pas assez puissant à mon avis pour faire ce qu'on veut dire, ou alors. Mais ce qui crée une barrière à l'entrée potentielle. Ouais, là pour le coup, il y a un truc. En fait, si tu développes ton propre modèle, ou alors tu as un modèle qui peut développer en local. Parce que à partir du moment où tu travailles avec GPT-4, les requêtes elles sont envoyées à OpenAI. Ouais. Apparemment, Apple a négocié un truc où les requêtes qui viendront de l'iPhone seront pas enregistrées par OpenAI. Tu as Llama qui est open source, donc ça tu peux le run n'importe où. Mais pas en local, mais pas forcément en local, c'est sûr. Okay. Mais du coup, le move d'Apple sur la dernière conférence, c'est de se dire on va faire plein de trucs en local pour que ça ne sorte pas de votre téléphone. Et là, pour le coup, il y a des opportunités. Mais là, je pense qu'on n'a pas la puissance, on n'a pas la techno de pouvoir faire vraiment non, pas encore. Un thérapeute, quoi. J'ai une fiche de lecture pour toi. Un mec qui s'appelle Arthur T. Vanderbilt qui a écrit un bouquin qui s'appelle Fortune's Children, The Fall of the House of Vanderbilt. Donc c'est l'histoire du Commodore Vanderbilt, qui était à l'époque l'homme le plus riche au monde, et de ses descendants. Et la punchline, c'est que c'est le mec le plus riche au monde. En 4 générations, ses descendants, certains sont ruinés et meurent pauvres. Donc 48 ans seulement après sa mort, un de ses descendants directs meurt pauvre. 120 ans après sa mort, donc en 1973, il y a la première réunion de famille qui réunit tous les descendants du Commodore Vanderbilt. Parmi eux, il n'y a pas un seul millionnaire. Ça, c'est encore fou parce que je pense dans une famille, toi, je sais pas comment ils étaient, mais 80, un Américain sur 80 était probablement millionnaire à l'époque. Donc ils ont sous-performé, je pense, carrément une famille moyenne américaine, quoi, potentiellement. Probablement. Ouais. Et l'autre élément que je trouvais vraiment cool, c'était à marquer le nom de l'auteur, c'est Arthur Vanderbilt, donc c'est un descendant de la famille. Il met pas trop son input personnel, j'essaie de chercher, il n'y a pas trop d'infos pour lui, c'est juste un avocat qui était au New Jersey, un truc comme ça, qui est juste un mec qui a été intéressé, qui a écrit pas mal de livres, notamment sur l'histoire de sa famille. Mais je me dis, il y a quand même un truc, il écrit l'histoire de tous les générations précédentes qui ont dilapidé en fait toute la fortune familiale, quoi. Donc du coup, comment est-ce qu'en 4 générations, il passe de la famille la plus riche au monde à pauvre? Premier élément, c'est clairement qu'ils ont dépensé comme des malades. Donc il y a un extrait juste incroyable, qui est le suivant. Un journaliste qui avait écrit que les millionnaires de Newport, qui est là où ils font tous leurs vacances pendant l'été, ils vivaient à New York pendant l'hiver et à Newport pendant l'été, ils se consacraient au plaisir sans se soucier des dépenses. Il a été corrigé par l'un des 400, qui sont en gros les grandes familles, qui expliquait que ce qu'ils faisaient vraiment, c'était se consacrer aux dépenses sans se soucier du plaisir. Et en gros, c'est des gens qui se mettent dans une course au statut, et le statut, c'est juste qui va dépenser le plus. Et le truc, c'est que quand tu es là-dedans, en fait, il n'y a pas de fin, donc ils vont vraiment dépenser des sommes incroyables. L'autre élément, c'est qu'au fil des générations, ils divisent la fortune. Ouais.
Et donc la stratégie du patriarche, donc le Commodore Vanderbilt, c'est de tout léguer toute sa fortune à un fils pour garder en fait. En gros, pour lui, tu vois, le Commodore, c'est un mec qui voulait juste bosser comme un malade, accumuler le plus d'argent possible. Il voulait que l'argent soit pas divisé pour que ça reste une grande fortune. En fait, son monument à son nom, c'est la fortune qui va se passer sur chaque premier fils. Le problème, c'est qu'il lègue tout à son premier fils. Et donc tous les autres de la famille, les sœurs, les autres frères, etc., ils pètent un câble, ils font un énorme procès au mec sur, en gros, bah, le patriarche, il était sénile, il y a eu une influence, il a été manipulé, etc., etc. Il y a des trucs qui sortent, tout le linge sale sort en public. Ça sort que le patriarche, il consultait des voyantes et potentiellement il faisait d'autres trucs avec elles. Il y a une affaire du détective privé où en gros, ils avaient recruté un détective. Donc le frère aîné avait recruté un détective privé pour enquêter sur son frère cadet. Okay. Et donc il est là avec le détective, il fait voilà, ok, il faut que tu suives mon frère, le voilà, suis-le. Donc le détective suit le frère pendant genre 3 semaines, tu vois. Et pendant 3 semaines, le gars il va aller au casino, il va aux putes, il se bourre la gueule et tout. Sauf que pendant le procès, il ressort que le gars qu'il avait suivi, c'était pas son frère, c'était un mec qu'il avait engagé pour faire tout ça et qu'il n'avait pas suivi la bonne personne en fait. Et qu'il avait fait suivre une autre personne parce qu'évidemment à cette époque-là, ouais, il avait pas d'autre moyen de le valider, tu vois. Donc après, il est allé dire au père, voilà tout ce que votre fils fait. Sauf que c'était pas lui. Enfin, juste, tu vois, donc il y a un énorme procès qui sort et donc du coup, il finit par donner une petite partie de l'argent aux autres, mais s'en tire quand même assez bien sur cet élément. Donc il arrive à concentrer quand même une grande partie du contrôle de l'entreprise et de la fortune chez lui. Mais il est censé faire comme son père. Et officiellement, c'est ce qu'il avait dit. Ok, moi aussi, je vais passer tout à mon fils aîné et tout. Mais au final, il avait tellement souffert d'avoir cette pression parce que le Commodore Vanderbilt est présenté comme une espèce de force de la nature. Tu vois, genre, c'est Elon Musk, mais dans les années 1800, qui crée il part de rien, il crée le plus grand chemin de fer et tout. Mais du coup, son fils, c'est juste un mec normal en fait, tu vois, qui est juste un ADN, mais c'est juste un mec normal. Du coup, la pression est trop grande. Tout le public le regarde. Il y a eu un procès il dit non, je peux pas faire ça à mes fils. Et donc du coup, il divise sa fortune en deux. Et à partir de là, ça commence et ça divise. Le problème, c'est qu'en fait, ça devient la famille la plus connue, la famille Vanderbilt, la famille la plus riche. Du coup, toutes les personnes qui portent le nom Vanderbilt, ils veulent vivre comme des Vanderbilt. Donc ils doivent avoir ce même niveau et dépenser de plus en plus. Sauf que bah, la fortune est divisée en 2, 3, 4, 5 à chaque génération. Et ça montre que c'est très très dur de revenir en arrière dans ton lifestyle. Et même quand ils sont littéralement à court d'argent, en fait, ils ont moins d'argent. Ils continuent à vivre parce qu'ils peuvent dire ouais, je peux pas vendre ma maison. Toute la société va me mépriser si je vends ma maison. Donc le livre est intéressant parce que c'est pas juste une biographie d'une personne, mais en fait d'une famille sur différentes générations. En gros, chaque chapitre suit une personne différente. Le premier, ça suit le fameux Commodore Vanderbilt. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment une histoire de come-up, juste en un chapitre. Un mec qui sait pas lire en fait. Il sait pas lire s'il y a une lettre qu'on lui envoie qui fait plus de 2 paragraphes. Il peut pas la lire, il la donne à quelqu'un d'autre. Mais il est assez tôt sur les bateaux à vapeur. Ouais. Et après, il fait levier sur ces bateaux à vapeur pour rentrer dans les chemins de fer. Il dépense pas son argent. Il continue à bosser jusqu'à sa mort. Et il se lance dans les chemins de fer genre à 70 ans quasiment. Tu vois. Il se reconvertit dans le chemin de fer à 70 ans. Et il continue à refaire des millions et des millions. Et il est vraiment là juste pour le game et le number go up. Tu vois, c'est vraiment un puriste, donc lui, il va accumuler une énorme fortune. Et étonnamment, après, ses fils vont continuer à travailler. En fait, pendant 2-3 générations, les fils continuent à travailler. Mais le petit-fils dit ma vie n'a jamais été destinée à être tout à fait heureuse. Ça m'a laissé sans rien à espérer, sans rien de précis à chercher ou à aspirer. La richesse héritée est un véritable handicap pour le bonheur. C'est aussi mortel pour l'ambition que la cocaïne l'est pour la moralité. Et en gros, son argument, c'est que si tu peux gagner ton argent, au moins tu as un truc à aspirer. Mais si tu as déjà eu tout l'argent, tu dis ok, ouais, je peux travailler, mais tu vois, ça ne va pas vraiment faire de différence par rapport à ce que j'ai eu. Et donc, du coup, il est un peu sans objectif clair. Donc, il y a une anecdote marrante sur le business model improbable des bateaux à vapeur et des chemins de fer. En fait, ils ont une stratégie qui est répétée plusieurs fois dans les premiers chapitres. En fait, il y a une ligne de chemin de fer, par exemple. Ils vont construire une ligne de chemin de fer parallèle, ce qui n'a économiquement aucun sens, parce que du coup, bah, le marché, c'est sur cette ligne, il va être divisé par 2, donc du coup, les deux vont perdre de l'argent. Le but étant que la ligne de chemin de fer originale te rachète pour éviter la concurrence. En fait. Ce qui était possible à l'époque, parce qu'il n'y avait pas encore les lois sur la concurrence qu'ils pouvaient faire, et ils le font encore et encore. Et moi, je me dis, mais c'est trop bizarre, parce que du coup, ça doit créer un incentive ultra pervers, où en fait, tout ce que tu as à faire, c'est menacer les gens, et ils doivent te payer pour acheter ton truc. Et effectivement, ça se répète. Une fois qu'une personne l'a fait, bah une autre personne va le faire. Une fois qu'ils voient que tu es vulnérable, ils le refont encore. Et je pense que l'hypothèse pour laquelle c'était encore possible de le faire à l'époque, c'est que le capital, il était limité en fait. Genre le nombre de personnes qui étaient capables de lever l'argent pour créer de manière crédible
concurrencer la ligne de chemin de fer, ben, on en avait peut-être 2 ou 3 en fait. Donc potentiellement, si tu les avais rachetés les 2 ou 3, ils allaient te laisser tranquille. Bon, à quel point tu peux rapprocher la simile de l'IA, toi. Actuellement, si tu veux créer des modèles larges, il faut quand même. Il y a très peu de boîtes qui sont capacités, qui ont la data et qui peuvent se payer les GPU. Je pense que c'est un peu pareil de ce point de vue-là. Ouais, peut-être. Mais du coup, tu vois, dans ce cas-là, il y en a plusieurs, mais dans ce cas-là, en fait, s'il y a un deuxième chemin de fer qui roule, en gros, les deux vont faire faillite. Ouais. Ils peuvent pas avoir les deux, donc ils sont vraiment obligés soit de faire une guerre des prix où ils cut, et on voit lequel est le premier à tomber à court d'argent, ce qui arrive souvent, ou alors tu dois racheter l'autre, en fait. Et donc, c'est cette dynamique, je trouvais ça assez intéressant. L'autre élément, j'ai appelé ça le business est une sainte croisade, la quête du statut est toxique. Et vraiment, le seul qui a l'air de vraiment kiffer, c'est le premier qui monte la fortune et qui bosse toute sa vie, qui ne dépense pas trop d'argent. Et le problème, c'est que les autres, tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'essayer de prouver en fait leur statut. Et ça vient aussi du fait qu'au départ, ils sont riches, mais ils sont considérés comme des parvenus et ils ne sont pas acceptés par la grande société. Et donc, ils doivent dépenser et montrer qu'ils ont. Et donc, tu as vraiment des trucs, en fait, souvent, ils sont en concurrence entre eux. Tu as un frère. Et dit non mais c'est moi le frère aîné donc je dois avoir une maison plus grande que mon frère cadet, tu vois. Et donc il construit une encore plus grande maison. Et après il y a les maisons de vacances et tout, ils jouent tous dans 3-4 maisons. Et souvent ça vient des femmes. Et tu vois dans ce livre que vraiment il y a un problème avec les femmes, et le problème avec les femmes c'est qu'en fait elles ont aucun débouché, quoi. T'as des personnes qui sont clairement ambitieuses, qui sont super intelligentes et elle peut rien faire, elle peut pas bosser. Elle peut rien faire. Donc tout ce qu'elle a comme débouché, c'est le quête au statut. Et c'est vraiment la partie la plus intéressante du livre, c'est sur la quête du statut et le fonctionnement de la haute société à l'époque de New York. Et notamment, il y a un personnage qui est super intéressant qui s'appelle Alva Vanderbilt. Donc, c'est elle épouse un petit-fils. Et, je sais pas si c'est le fils ou le petit-fils, mais je suis l'impression que c'est le petit-fils. Elle est la première un peu à épouser un Vanderbilt. Et à l'époque, ils sont considérés comme des nouveaux riches. Ils font des chemins de fer, c'est un peu sale, ils ne sont pas acceptés par la grande société, et elle se donne comme objectif de se faire accepter par la haute société. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle construit une énorme maison avec un super architecte sur la 5e avenue, et va faire un énorme bal dans sa maison où tout le monde est convié, tout le monde doit venir, et il y a une personne qui n'est pas invitée, c'est la chef actuelle de la haute société qui s'appelle Madame Astor qui n'est pas invitée. Et elle dit « Ah mais on peut pas... » Je ne peux pas ne pas être invitée, donc elle arrive à la faire plier. Tu as toute une manigance sur la faire plier, la faire venir. Et quand Madame Astor vient chez toi, c'est une consécration que maintenant tu fais partie d'eux parce que la chef est venue chez toi, etc. Et tout un truc, c'est assez intéressant, les manigances. Ensuite, une fois qu'elle est acceptée par la société et qu'elle a sa place, elle veut que sa fille marie une personne avec un titre. Donc elle va aller... elle va éduquer sa fille d'une manière très agressive. Par exemple, quand sa fille va être petite, elle va lui accrocher une barre de fer, donc avec une espèce de ceinture, une barre de fer qui est accrochée à sa tête, pour qu'elle ait une posture parfaitement droite et une posture aristocratique. C'est un putain idée de produit, idée de business, je pense. Ouais. En tout cas, faire autour de ça. Ouais, un produit, bonne posture. Faut creuser. D'ailleurs, à un moment donné, ils vendaient un truc, c'était un espèce de patch que tu mettais sur ton dos et ça devait vibrer si tu étais courbé. T'as vu ce truc-là? J'ai jamais vu ça. C'est connecté à une application sur ton app et si t'es pas tenu droit, ça vibre et ça te fait une notification. Non, pas mal. Pas débile, honnêtement. À un moment donné, c'était pas mal promu sur Facebook Ads. Voilà. Donc du coup, elle trouve, la mère, Alva, trouve un espèce de duc anglais qui possède un énorme manoir, tu vois, genre un truc de 150 pièces, quoi, mais qui croule parce qu'ils n'ont pas d'argent de maintenir ce truc-là et donc il n'a pas d'argent pour l'entretenir. Mais il a un titre, c'est un duc. Il est officiellement bien placé dans la hiérarchie sociale. Et donc, du coup, elle fait pression sur sa fille pour qu'elle épouse un duc pour avoir un titre dans la famille, pour que sa fille soit une duchesse. Et donc, finalement, elle épouse l'anglais. Et après, il y a une conversation horrible dans le carrosse où son époux donc l'informe que tragiquement, pour l'épouser, il avait dû renoncer à la fille qu'il aimait, mais qu'un sens du devoir envers sa famille et ses traditions indiquer le sacrifice des désirs personnels. Sous-entendu, je t'ai marié, enfin, même pas sous-entendu directement, je me suis marié avec toi parce que j'avais besoin de l'argent et j'avais pas le choix, etc. La fille déclare à son tour que sa mère avait insisté pour qu'elle l'épouse. Elle s'était fortement opposée à son mariage avec le mec qu'elle voulait épouser et qu'elle avait utilisé toute forme de pression sauf la violence physique pour parvenir à ses fins. Et après, son époux les US, c'est de la merde, je ne reviendrai plus jamais. on va rester toute notre vie dans notre manoir hanté au Royaume-Uni, quoi. Donc c'est vraiment horrible. Et ce qui est absurde, c'est que cette fille qui se marie avec ce mec, c'est l'héritière d'une des plus grandes fortunes des US, quoi. Donc à ce stade-là, tu es déjà riche, tu as déjà tout, mais pour avoir le titre, pour avoir le truc supplémentaire de succès, tu vas sacrifier ta fille, quoi. Ce qui est mais il y a un twist dans cette histoire sur Alva.
c'est que plus tard, son mari va la tromper, enfin un peu comme tous les mecs à l'époque, mais elle va le divorcer. Elle va être la première à divorcer et rester dans la haute société. Et après, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va trouver enfin un truc à faire avec cette ambition et cette énergie. Et elle va devenir, en gros, la figure de proue du mouvement pour le vote des femmes aux États-Unis. Okay. Et elle va être la personne la plus importante pour obtenir ce truc. Et en fait, elle va devenir une figure politique super importante. Et c'est au moment où son ambition va être catalysée ailleurs, tu vois. Et quand elle avait aucun débouché et que tout ce qu'elle pouvait faire, c'était monter en société, toutes les manigances, manipulations, les transferts en politique, et là, ça fonctionne. Et c'était horrible. Mais du coup, tu vois, je pense que c'était une personne avec vraiment du potentiel et tout, mais voilà, et qu'ils ont tout claqué cet argent. Et au bout de seulement 2 générations, ils ont construit plein de maisons et des fêtes et tout. Au bout de seulement 2 générations, il n'y a plus d'argent pour maintenir les maisons. Tu as des maisons où genre il y a 12 domestiques et tout. Les maisons sont toutes vendues, sont toutes détruites, il reste presque rien. Toute la formule est dilapidée parce que même quand la fortune descend, ils continuent à dépenser. Et c'est comme ça voilà, qu'ils se retrouvent avec rien et ruinés. Et c'est vraiment... ça fait réfléchir, tu vois, au fait si tes enfants héritent de beaucoup d'argent, du coup, c'est ma l'impact question que pour toi. C'est quoi ton idée par rapport à ça? Qu'est-ce que tu penses faire par rapport à tes enfants en termes d'héritage? Je pense que le premier truc, c'est de s'assurer que tu n'es pas en compétition pour le statut, en fait. Et là, je pense que c'est vraiment ça qui les détruit. Parce qu'il y en a pas mal qui continuent à bosser, en fait. Et tu vois, ils ne sont pas aussi paresseux que tu pourrais penser. Ok, ils sont déjà riches, ils sont paresseux. En fait, non, il y en a pas mal qui continuent à bosser. Mais ils ne sont pas aussi géniaux que le premier, mais c'est impossible de demander, tu vois, que 3 générations plus tard, tu sois aussi bien que ce mec qui est 1 sur 1 million, mais continue à bosser. Et donc ça, je pense que c'est une bonne valeur que lui, il avait donnée, c'était comment tu continues, en tout cas pour les hommes, que tu continues à bosser. Et après, je pense qu'ils se sont fait avoir sur la compétition pour le statut, en fait. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Ton enfant, tu essaies de lui donner un autre truc que ça. Tu essaies de lui donner, je sais pas, si ton enfant, il a déjà de l'argent et tu dis, bon, mon enfant, il ne devrait jamais travailler trop pour l'argent. Si ton enfant, il a envie genre de devenir musicien ou de devenir des accomplissements personnels. Il a un autre truc, il a une autre compétition qui n'est pas aussi toxique que la compétition pour le statut. Il faut que les enfants, s'ils ont déjà de l'argent, il faut qu'ils aient un autre truc vers lequel tendre. Mais je pense que c'est aussi peut-être vrai pour nous, tu vois, au bout d'un certain temps, quand tu as déjà gagné assez d'argent, tu dis, ok, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Et c'est pareil pour les enfants. Et ils pourront peut-être jamais égaler leur père, en tout cas dans cet exemple-là, sur le fait de gagner de l'argent. En fait, tu n'as pas besoin qu'ils égalent, tu as juste besoin qu'ils partent pas en couille, quoi. En gros, et c'est ça où, en fait, quand tu regardes genre, les enfants de Warren Buffett, c'est toujours assez bizarre. Il y en a un qui est genre musicien, ils font des trucs totalement différents, et ils n'ont pas un aussi bon profil. En fait, tu te dis, en lisant ce livre, je me suis dit, c'est ça la bonne chose, en fait. Parce que, évidemment, gens normaux, je sais. Si le fils de Warren Buffett, il essaie de reprendre Berkshire Hathaway, il va jamais être Warren Buffett, enfin, c'est impossible. Il va jamais avoir le même track record, il peut reprendre, mais il sera toujours le fils d'eux. Et finalement, il va passer sa vie à gagner de l'argent, une pulsion probablement profonde que lui, il n'a pas, parce qu'il n'a pas grandi comme Warren Buffett, il a grandi déjà avec de l'argent et tout. Et alors que le fils qui veut devenir un musicien, il peut surpasser son père sur un domaine sur lequel son père il n'est pas compétent, et il peut lui-même avoir un truc vers lequel tendre. Trouver un sens. Parce que l'argent, c'est pas le seul salaire. Tu peux avoir le sport, tu peux avoir plein d'autres challenges. Et je pense que c'est ça qui est important pour les enfants, c'est de s'assurer qu'ils aient un truc, une passion, un truc qui les drive. Parce que sinon, par contre, toi, tu leur donnerais leur héritage complet. Tu ferais pas un truc moins d'héritage, non, tu donnerais tout et tu espérerais juste que niveau valeur, ça serait suffisant pour qu'ils partent pas. Je pense que ça dépendrait vraiment combien il y avait. Après, ça dépend aussi. En fait, le truc, c'est que tu te donnes un héritage quand tu meurs. En réalité, à moins que les gamins soient totalement débiles, si toi tu meurs, on va dire, je sais pas, à 90 ans, on va dire, pour simplifier. Eux, ils meurent, enfin, c'est-à-dire qu'ils auront 60 ans. Ouais. C'est ça. Enfin, qu'est-ce qu'ils vont pas attendre 60 ans? Tu vas pas attendre toute ta vie, quoi. Dans beaucoup de cas, dans ce cas-là, ils leur donnent des trust funds. Ça, je pense c'est le pire. Revenu. Notamment, je pense que les trust à 30 ans ou autre, c'est le pire parce que du coup, tu dis, en fait, j'ai 18 ans, j'ai juste 12 ans à attendre, à vivre, et puis après, j'aurai mon trust à 30 ans. Je pense justement, de ce point de vue-là, c'est pas débile d'en donner tout à la fin, quoi. Parce qu'en fait, dans ce cas-là, c'est sous-optimal dans le sens où ils pourront pas utiliser l'argent autant que possible. Par contre, ils vivront pas avec cet argent en... Après, si tu donnes à tes enfants un trust avec lequel ils peuvent vivre, mais ils peuvent pas faire des folies, parce que la question, c'est est-ce que tu as besoin de cette pression financière? Je pense pas que tu aies besoin de cette pression financière. Ouais. Tant qu'ils ont autre chose vers lequel tendre. Après, ça dépend aussi des groupes qui côtoient, c'est toujours le problème, en fait. S'ils côtoient que des enfants de riches, ils vont vouloir à tout prix maintenir le même rythme. C'est pour ça qu'on habite à Chiang Mai et pas à Dubaï aussi. Tu vois. Mais je pense que ça... tu vois, nous, on côtoierait les gens de Dubaï, ça nous ferait rire, mais tu vois, c'est pas très grave. Mais je pense que pour les enfants, ça fait une énorme différence. Tu vois. Avec qui tu es au lycée et tout, ça fait une énorme différence. Voilà. Et du coup, effectivement, ça m'a fait réfléchir à cet élément-là. Après, je pense que ça dépend aussi beaucoup de combien d'argent il y a, tu vois. Parce que
si vraiment t'hérites dans ce cas-là, tu vois, c'est l'équivalent de dizaines de milliards, t'es en mode... c'est plus rien de sens. Zéro. Plus rien de Ça sens. n'a aucun sens. Ça sert à rien de gagner de l'argent. Ouais. Et donc, du coup, leur seul truc, c'est de prouver qu'on est les plus grands. Et il y avait ce truc pervers où, en fait, aujourd'hui, tu peux être reconnu juste pour avoir de l'argent. À cette époque-là, il fallait faire partie de la société. Et pour ça, il fallait dépenser, il fallait claquer, il fallait avoir les codes, il fallait être accepté, tu vois. Et du coup, le niveau d'énergie qui est dépensé dans ce livre pour rentrer dans la société ou pour monter dans la société, tu vois, c'est vraiment machiavélique, quoi. C'est du niveau de Game of Thrones, mais sans la décapitation. Ouais. Donc vraiment, la quête du statut toxique est d'assurer que tes enfants n'ont pas ce truc de comparaison même avec les autres enfants, de qui a plus, qui a moins et tout. Et de leur dire, en fait, c'est pas ça. Enfin, tu vois, trouver un moyen de leur communiquer que c'est pas ça qui est important. Parce que si tu leur dis juste que c'est pas ça qui est important, ça va pas suffire. Ça va pas forcément suffire. Et en grande partie, je pense que c'est la manière dont toi, tu te comportes, tu vois, ce qu'ils voient qui est pour toi important, auquel il faut faire attention. Voilà. Et tu vois, par exemple, pour moi, comme il y a un grand élément d'essayer d'être sur YouTube, quand même, il y a beaucoup d'éléments dans mon travail qui sont entre guillemets, la popularité, quoi. Plus proche du statut, ouais. Et donc ça, c'est un peu de te dire, ok, est-ce que tes enfants vont se dire, bah, du coup, papa, il passe 8 heures par jour dans son bureau à essayer de faire des vues sur YouTube, est-ce que moi, je devrais faire des vues sur TikTok, tu vois. Il y a aussi cet élément-là où tu te dis, bon, après, faire des vues sur TikTok, c'est cool, mais je veux dire, ça devrait pas être... Mais en tant qu'enfant, adolescent, c'est ça devrait pas être comme ça que tu toi, tu y allais quand ton... t'étais relativement âgé, toi. Je pense que c'est différent en termes de... Psychologiquement, c'est quand même beaucoup plus sain, entre guillemets. Et tu peux pas baser, même si tu as du succès sur YouTube, tu peux pas baser ton estime de toi sur YouTube, tu vois. YouTube, c'est juste des gens qui regardent ou qui regardent pas. Tu peux pas l'internaliser trop, quoi. La même manière où ça peut être dangereux d'internaliser trop, ok, j'ai de l'argent, donc j'ai de la valeur. Parce que du coup, l'élément suivant, c'est de te dire, tous les gens qui ont plus d'argent que moi, ils ont beaucoup plus de valeur que moi. Donc en fait, je suis un peu une merde parce que j'ai pas autant d'argent. Et puis si ton business est cool, d'un coup, j'ai plus de valeur. Il y a tout un truc de Paul Graham sur le fait, je pense que c'est assez vrai pour les enfants, c'est d'avoir autant d'identité que possible, tu vois. Donc, aussi peu. En fait, d'avoir autant d'identité que possible, mais qu'elles soient toutes relativement faibles. En fait, plutôt qu'avoir ton identité, c'est je suis entrepreneur, je sais pas. Entrepreneur, c'est 20%, sportif 20%, parent, c'est 30%, mari, c'est peu importe, tu accumules. Comme ça, quand il y a un truc qui fonctionne moins, t'es moins au fond, quoi. Et je pense que c'est assez vrai, même pour les enfants, essayer qu'ils aient plusieurs trucs, quoi. Pas juste t'es très forte à l'école et mettre tout là-dessus, parce que ça fait beaucoup de pression. Donc ça, c'est l'histoire des Vanderbilt. On va switcher sur les leçons de ta carrière dans le porno. Je pense que j'en avais parlé dans un épisode de Magicien il y a très longtemps, mais je crois pas que j'en ai parlé depuis. J'espère pas, si on coupera. Mais une de mes premières expériences professionnelles, c'était dans le porno. Et j'en retirais pas de leçons, et même maintenant, c'est un truc qui m'a plus marqué. Exactement, c'est ça. Mais du coup, il faut remonter. Avant mon expérience de performeur, il faut qu'on remonte en arrière. C'est que ce qui s'est passé, et encore une fois, on remonte vraiment longtemps, il y a peut-être 10 ans maintenant, c'est que j'ai fait une expérience professionnelle à la Société Générale qui s'est très mal passée. Catastrophique. Je vais pas décrire, mais c'est vraiment le truc où 2 jours après avoir fait RER Bus, j'ai tapé How to make money online, toi. Et un truc qui est recommandé pour gagner de l'argent en ligne, c'est dit, vous savez quoi comme skill et les faire en freelance. Comme quoi, ça n'a pas beaucoup changé, toi. Parce que c'est un peu le message que tu proposes aussi comme étant un peu l'entrée dans le fait de gagner de l'argent en ligne. Et moi, à l'époque, je savais rien faire, à part j'étais plus ou moins bilingue en français et en anglais. Donc je me dis, on va dans la traduction, c'est parti. Et j'avais aucune idée de comment me marketer. Donc moi, j'allais sur Odesk, je crois que c'est Upwork maintenant, je sais plus c'est quoi le nom. C'est ça, c'était Odesk à l'époque, c'est Upwork maintenant. C'est ça. Et genre, je postulais pour différents boulots, mais je faisais ça n'importe comment, tu vois, j'avais pas de vrai profil. Forcément, j'avais jamais fait de job avant, donc j'avais 0 review. Je postulais n'importe comment, il se passait rien, toi. Et donc je faisais que, et quand dans ce cas, ton seul levier, c'est de baisser le prix, toi. Donc je baissais le prix, d'abord tu passes en dessous des Marocains, tu vois. Et ensuite, tu défonces les Malgaches, toi. Et les Malgaches, je pense, c'est les sommes. C'est qui ce gars qui casse ce marché Donc, je bidais de moins en moins cher, jusqu'à bider vraiment un peu cher et enfin gagner mon premier boulot, quoi. Sauf que le mec qui m'explique, c'est un boulot un peu particulier, parce que ce que je vais traduire, c'est du porno. Enfin, des descriptions, des titres de vidéos porno, ça. Sauf que rapidement, je commence. Alors, il m'a rajouté une mission en plus, qui aussi fait que c'était moi qui devais sélectionner les thumbnails pour les vidéos. Ce qui est aussi assez particulier comme boulot. Donc c'est quoi le secret d'une bonne thumbnail ? Le secret d'une bonne thumbnail, alors, en plus, il me l'a dit. Et tu peux dire que c'est plutôt positif, toi. En gros, il faut que le visage de la femme soit dessus. C'est le truc le plus important. C'est vrai ? Ok. Ouais, c'est le truc le plus important, il faut que le visage de la femme soit dessus. Donc des belles valeurs. Écoute, étant donné le contexte, c'est le mieux que je pouvais espérer. C'est le mieux que je pouvais espérer. Sauf qu'en plus, je me rends compte rapidement qu'il y a un problème dans le truc, c'est qu'en fait, ça me met
En gros, je vois que si au rythme où je vais, à 10 heures par jour, ça va me mettre un mois, tu vois. Et le game me payait $300 pour ça. Et t'avais comment? Tu traduisais du coup des centaines ou des milliers de vidéos? Des milliers de vidéos. Ouais, et juste le titre et la description. Le titre et la description. Et à l'époque, même Google Translate, ça marchait pas très bien. Okay. Et en plus, t'as un vocabulaire très particulier dans le porno. Bon, bref, ça fonctionnait pas très bien. Donc je me dis, ouais, bah attends, je vais gagner en gros, je vais gagner $1 de l'heure, tu vois. Mais ça, bon, $1 de l'heure, ça va quand même. On va aller réclamer plus, tu vois. Après, ta stratégie, c'était quand même de sous-pricer les malgaches. C'est ça. Mais là, je me suis rendu compte, putain, effectivement, être malgache, c'est dur, quoi. C'est pas facile, tous les jours, de gagner $1 de l'heure. Et donc, je vais voir mon gars qui était un Québécois, je me souviens plus de son nom. Un Québécois qui, d'ailleurs, m'avait expliqué que lui, il vivait aux Bahamas, il gagnait $10,000 par mois avec son site, donc il vendait pas mal de rêves. Et j'ai essayé de négocier en disant, ouais, est-ce qu'on peut passer à $2 de l'heure, tu vois. Et il m'a dit non. Et moi, j'ai répondu, ok, désolé d'avoir demandé, je m'excuse. Ça marche, on reste là-dessus. Mais je pense qu'il a senti, tu vois, que j'étais quand même une baisse de motivation. Donc il m'a dit, ce qu'on va faire, du coup, au lieu de t'augmenter ton salaire, c'est à la fin, je vais t'expliquer comment faire, toi. Ok. Comment toi aussi, tu peux construire ton site de porno à succès, toi. Et passer d'étudiant fauché à multimillionnaire. Toi, c'était génial. Tu aurais honnêtement été beaucoup mieux sur le podcast si tu aurais pu être un espèce de mania du porno. Hein. C'est ça. Ça aurait été plus intéressant, ça. Ouais. Mais on reviendra justement, que je pense que c'est une des leçons. Mais que j'ai raté ma vocation. Mais non, c'est notre leçon. Mais ce qui se passe, donc moi je suis reparti à fond et je travaille. En fait, c'est plus simple, tous les jours, je fais 10 heures par jour de ça, quoi. Ce qui était aussi assez fou pour moi parce qu'à l'époque, j'étais vraiment. J'étudiais jamais autre et donc je pensais que j'étais incapable de travailler. Mais en fait, avec l'appât du gain, il s'est avéré que j'étais capable. De 2 € de l'heure. C'est ça. Ah, de 1 euro. Et le potentiel d'apprendre ouais. cette profession et de devenir moi-même. Et ça faisait quoi à ton cerveau de passer 10 heures par jour à traduire des titres porno? Très très mauvais. Moi, avant que tout le monde parle de NoFap et autres, moi, ça fait 10 ans que je sais que le porno, c'est pas bon pour... Toi, quand tu pousses un truc à l'extrême, généralement, tu peux te douter que... C'est comme la miniature où tu as le cerveau avant, après, et après, il y a des espèces de taches noires et tout. Après, je sais pas si on peut aller dans à quel point des détails, mais en plus, c'était très particulier parce que c'était un site qui existe toujours, mais je crois qu'il a été parce que j'avais checké pour un article que j'ai écrit il y a 1 ou 2 ans, il existe toujours. realghetto-girlfriends.xxs, qui est en fait spécialisé, et c'est une des grosses leçons d'ailleurs, qui est spécialisé dans les femmes obèses noires en amateur. Et c'était, je pense, la plus grosse leçon du truc, c'est en fait t'as la découverte des niches, tu vois. Qu'en fait, avant de travailler en ligne, tu penses que tout le monde est un peu pareil, toi. Mais là, t'as des personnes qui sont intéressées spécifiquement par des femmes obèses noires filmées de façon amateur, toi. C'est leur truc. Et ces personnes, et la façon de gagner sa vie, le gars, c'est qu'il avait des packs premium que tu obtenais tous les mois. Et donc, tu pouvais payer $100 par mois de ton abonnement. Et donc, il n'avait pas beaucoup de monde, il y avait 100 personnes qui payaient $100 par mois pour avoir ce contenu très, très spécifique, quoi. Et lui, les vidéos, il les avait comment? Les vidéos que c'est sur le site, c'était en fait, tu les prenais sur un site très connu qui permet de l'embed, qui permet en gros de les tirer et de les mettre de façon embed. Et l'autre, c'était, t'avais des agences qui produisaient du vrai, dans ce cas, du vrai porno, qui faisaient ça et ils leur payaient un flat fee, quoi. Okay. De ce que je comprenais, c'était comme ça. Et t'as une idée de comment ils faisaient pour acquérir des clients? Parce que tu peux pas vraiment faire de pub. Enfin, tu peux faire des pubs sur des autres sites porno, en fait. Non, en fait, c'est la recherche, en fait. En fait, il y a des dizaines de milliers de vidéos. Okay. Et donc lui, il s'attaquait au marché français en fait. Il voulait changer de l'anglais au français. Et du coup, tu tapais une recherche, tu avais une vidéo qui sortait. Ça s'est pas mal fait défoncer après parce qu'en fait, les gros sites ont commencé à dominer les résultats de recherche. Okay. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus comme tout Google, tu pouvais avoir des petits sites qui rankaient, des petits indépendants, l'artisanat local qui pouvaient ranker. Maintenant, c'est fini ça. Maintenant, c'est les grosses entreprises big porn qui possèdent tout. Ça se perd. Notamment dans nos régions. Et ce qui donc moi j'ai travaillé à fond et là où ça s'est un peu mal terminé, c'est que juste après que j'ai terminé, je me suis dit parfait, maintenant il va m'enseigner comment je peux faire mon propre site, sauf qu'il m'a juste bloqué sur Skype, donc jamais de nouvelles, il a disparu. J'ai reçu mon argent parce que c'est quand même Odesk, donc ils avaient bloqué l'argent, j'ai reçu, ça c'est ok, j'ai mis $300, mais j'ai jamais eu l'enseignement. J'ai tenté vite fait, mais déjà de façon plus ça fonctionnait pas foufou, et puis éthiquement, enfin ouais, c'est quand même lourd de travailler sur les sites porno, je recommande pas forcément. Et donc j'en ai tiré, je dirais 4 grandes leçons. La première va nous faire beaucoup d'amis. Hein, la première, c'est pas faire confiance aux Québécois. Avoir défoncé les thérapeutes. Pas faire confiance aux Québécois. Moi, à chaque fois que je vois Québécois, je crache dessus, coup de pied. Crache dessus, coup de pied. Toi, tabarnak. Incroyable de généralisation, quoi. T'es sur un mec pro-style du porno qui habite aux Bahamas, c'est déjà 2 red flags. Mais non, c'est parce qu'il était Québécois. En fait, je pense que c'est... J'ai pas rencontré beaucoup de Québécois dans la vie. Okay. Donc, il y a un gros taux de Québécois qui m'a...
Toi, j'en connais 3 peut-être des Québécois, toi. Donc, Un sur 3 qui m'a escroqué. de... okay. C'est ça, c'est quand même un gros taux, quoi. C'est un gros Donc taux. le cerveau il généralise, il fonctionne comme ça. C'est logique. Le deuxième, c'est on en parlait, c'est que je pense que le porno, fondamentalement, c'est quand même quelque chose de mauvais pour l'individu et pour la société. Je pense qu'il n'y a pas trop... Et nous, on était dans une génération un peu étrange, je trouve, où c'était pas vraiment mal vu. Tu trouves pas que c'était pas vraiment mal vu le porno en tant que tel, toi? Alors que je pense que la génération d'avant, c'était mal vu. Et je pense que l'avenir, ça va revenir là-dessus, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu penses que c'était moins mal vu à cette époque qu'aujourd'hui? Tu veux dire sur la trend du nofap spécifiquement? Je pense que c'est parce que c'était vu, et bizarrement, et je comprends pourquoi, un peu comme... je sais pas pourquoi d'ailleurs, pourquoi c'est... En fait, presque une forme de féminisme, je sais pas. Okay, toi, un peu de libération, tu dois pas mettre des... Tu dois pas mettre des règles sur la sexualité des gens, je sais pas pourquoi. Mais bon, encore une fois, l'idée, c'est pas de bannir le porno, c'est juste de dire il y a des risques avec le porno et que c'est quelque chose comme négatif pour la plupart des gens. Il y gens. a le truc aussi que sur notre époque, le porno, c'était un truc un peu rare en fait quand on était plus jeune. C'est vrai que nous, ta génération, t'as pas encore Internet vraiment au débit. Vraiment Internet, ou en tout cas, t'avais pas Internet que tu pouvais... T'avais des photos, quoi. C'était différent. Ouais. Ou alors, tu vois, t'avais une fois, tu connaissais un mec qui avait eu un DVD et tout, tu fais, mec, on va regarder le DVD. Sauf que le DVD, il avait été piraté n'importe comment. Et du coup, il passait pas sur le lecteur DVD. Donc, on a joué à Dragon Ball Z toute la nuit. C'était une autre ambiance. Mais je pense qu'il y a ce côté où un truc qui est... C'est un peu ce que tu disais sur le sucre, en fait. Je pense que c'est la même analyse. C'est un truc que tu pouvais avoir rarement... C'était peut-être pas forcément super bon pour toi, mais c'était pas dangereux. Versus un truc qui est partout et accessible par tout le monde. Je pense que c'est peut-être effectivement ce qui fait que maintenant ça... Mais encore une fois, dans la population globale, je pense que c'est pas vu de façon très négative. Pas autant que ça devrait... Je pense que ça soit vu super négativement dans la population générale. Mm-hmm. Je pense que c'est un peu comme le sucre, ou c'est un peu les gens qui sont dev perso et tout. Qui sont poussés là-dedans. Dans le domaine de la séduction, c'était extrêmement mal vu. Parce que ça diminue ta motivation à aller draguer. C'est ça, ce qui est marrant, c'est en fait ceux qui détestent, ça semble être les féministes un peu durs, parce que c'est mauvais pour la femme, ce qui est aussi vrai. Ouais. Moi, le truc, c'est les vidéos amateurs. Il n'y a aucun doute que toutes les vidéos, elle n'avait pas signé à son accord. Il y a plein de vidéos que probablement c'était sans son accord que ça a été diffusé. Et il y a les mecs un peu justement plus, je sais pas ce qu'on appelle. Virilistes, je crois. Qui eux, parce que c'est en gros, c'est mauvais pour les hommes, toi. Et en fait, chaque côté se retrouve un peu dans le fait que. Je pense que les deux côtés ont raison, mais donc le truc qu'on a discuté, mais je pense qui a vraiment marqué, c'est l'importance des niches. En fait, on a parlé de plein de business ici, même sur Amazon, en fait, c'est interminable. Tu as toujours des trucs auxquels tu sais même pas que ça existait. Et justement, il y a un peu le truc en anglais, riches and niches. Donc la richesse dans les niches. Et quand t'as pas toi-même en tant que boîte une grosse échelle, je pense que c'est là où il faut aller, dans les trucs un peu nichés, où il y a beaucoup de grosses marques qui s'y intéressent pas parce que c'est pas assez pour eux pour y aller, quoi. Et l'autre dernier truc, c'est un bien pour un mal, parce que quand il m'a bloqué sur Skype, j'avais vraiment le seum, toi. J'étais vraiment vénère. Et après coup, c'est très bien, toi, parce qu'en fait, si peut-être j'étais parti là-dedans, j'y serais resté, on ne sait pas ce qui serait passé. Et donc voilà, peut-être que vous aussi, votre mentor du porno vous a rejeté. Mais peut-être que vous êtes triste actuellement, mais peut-être c'est pour le mieux, toi. C'est une belle leçon. C'est une belle leçon. Pour tous ceux qui nous écoutent, on vous propose de laisser aujourd'hui le mot-clé, qui sera bien sûr psychologue, dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.